Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de savourer le moment qui va suivre, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans les mauvaises nouvelles, de manière générale. Et là, on va parler d'une très bonne nouvelle, c'est-à-dire le résultat des élections législatives libanaises qui ont eu lieu le 6 mai 2018, donc c'est tout récent. Et on a la chance, je le présenterai à la fin de cette introduction, d'avoir Nicolas Daude-Pouillard qui vit à Beyrouth et qu'on a happé au passage à Paris pour qu'il vienne vous rencontrer. Avant de donner quelques chiffres pour simplifier ensuite la tâche de Nicolas, je voudrais dire qu'il faut comprendre qu'on vit au Liban, comme vous le savez, j'imagine, dans un système confessionnel, ce qui veut dire que le nombre de députés par confession est réglé d'avance. C'est-à-dire, on sait par exemple que les chiites ont droit à 27 sièges. Les sunnites, les maronites, les grecs orthodoxes, les druzes, etc., etc. Donc il faut avoir ça en tête. Donc les chiffres que je vais citer sont indicatifs et importants dans la mesure où, pour la première fois, on a non seulement, c'est pas un scoop et une surprise, puisque vous le savez, une victoire du Hezbollah, mais une victoire qui a permis au Hezbollah de marquer des points dans d'autres confessions, et en particulier parmi les chrétiens maronites et parmi les sunnites. Donc c'est, de ce point de vue, quelque chose qui bouscule le système confessionnel, même si la clé de répartition demeure. Donc, quels sont les résultats ? Le Hezbollah est arrivé en tête. Il avait formé, on peut dire, un ticket avec le mouvement Amal, et ils ont obtenu ensemble 26 des 27 sièges du quota chiite prévu par la clé de répartition. Et avec leurs alliés chrétiens, druzes et sunnites, ils contrôlent environ un tiers du Parlement. Ce n'est pas sans importance parce que ça veut dire qu'ils ont sans doute, ça doit se vérifier évidemment tout ça, une minorité de blocage à l'intérieur du Parlement. Il faut, pour comprendre ces résultats, la dimension chiite de la victoire du Hezbollah, savoir que la participation électorale dans les fiefs chiites a dépassé 60%, alors qu'elle n'a été que de moins de 50%, 49,2% je crois, dans l'ensemble de l'électorat. Donc évidemment, ça donne un différentiel important pour les chiites, pour le Hezbollah et Amal. Le second courant qui arrive aux élections, c'est c'est le courant patriotique libre, il s'appelle, du général chrétien, donc Michel Aoun, qui est jusqu'à présent un allié du Hezbollah. Je dis jusqu'à présent parce que, bon, il faut voir comment les choses vont se présenter après ce scrutin. Il arrive donc en seconde position avec 28 sièges, ce qui lui donne très clairement un rôle d'arbitre dans la suite de la vie politique libanaise. En théorie, je dis bien en théorie parce que rien ne prouve que cette alliance se fasse, jusqu'aujourd'hui en tout cas, le Hezbollah et ses alliés, plus le courant patriotique libre de Aoun, auraient une majorité au Parlement. Une majorité en siège. Donc, vous l'avez deviné, c'est logique, le parti qui a beaucoup perdu, c'est celui de Saad Hariri, donc le parti sunnite traditionnel, qui n'a plus que 21 députés, il en avait 33. C'est-à-dire qu'il a perdu complètement quelque chose que lui et son père avant avaient, c'est-à-dire un quasi-monopole sur le vote sunnite. Ces résultats posent 4 questions, et c'est celle que je pose à Nicolas en introduction. Premièrement, pourquoi ces évolutions ? Qu'est-ce qui explique ce résultat qui est quand même surprenant ? Moi, j'avais lu des pronostics pas du tout de ce type. On nous disait même que Saad Hariri était sûr de retrouver son influence, etc.
Deuxième question, est-ce que ces résultats bouleversent la donne politique intérieure libanaise et jusqu'où? Troisième question, elle n'est pas moins importante, mais même si elle est peut-être plus compliquée, c'est difficile d'y répondre aujourd'hui. Quelle influence ces élections peuvent avoir, ces résultats, sur l'environnement extérieur, qui est quand même marqué, pour l'essentiel, par une montée des tensions entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Pour l'instant, c'est limité à des affrontements sur le sol syrien, mais rien ne nous dit, je renvoie à des discussions qu'on a eues à l'IREMO il y a quelques semaines, notamment un débat que j'avais eu avec Clément Terme sur ce sujet, et je renvoie aussi au débat que nous aurons le 13, la semaine prochaine, donc mercredi, je crois, avec Bertrand Badi, sur le thème « Demain la guerre », point d'interrogation. Parce que beaucoup d'observateurs, de plus en plus d'observateurs, pensent que rien n'est exclu dans l'actuelle hystérie anti-iranienne, y compris un affrontement qui ne se limite pas au sol syrien. Quatrième question, pour élargir un tout petit peu, je voulais demander à Nicolas si on n'a pas quelque chose comme un cas libanais, de la même manière qu'on a un cas algérien. Et un peu pour les mêmes raisons, c'est-à-dire est-ce que la terrible guerre civile qu'a connue le Liban, comme l'Algérie en a connu une à une autre période, n'a pas d'une certaine manière, je dirais, vacciné le peuple libanais ou les différentes composantes du peuple libanais contre des dérapages qui pourraient amener à un nouvel affrontement sanglant. Et quand même, on est frappé que malgré l'afflux, par exemple, de réfugiés de Syrie, qui pose des problèmes très sérieux, nous, on pousse des hurlements parce qu'on a 10 000 réfugiés qui arrivent en France. Là-bas, on a 1 million et plus. Dans un pays de 4 millions d'habitants, c'est quand même... voilà, même ça a été plus ou moins, pour l'essentiel, géré, je ne parle pas seulement des autorités, mais par la population libanaise, comme une réalité qu'il fallait prendre en compte et essayer de résoudre. Voilà donc les questions que je pose à Nicolas. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas bien qu'il est docteur en études politiques, qu'il est chercheur associé à l'Institut français du Proche-Orient de Beyrouth. Il est co-researcher au sein du programme, il va y avoir beaucoup d'anglais là, When Authoritarianism Fails in the Arab World, WAFA. Oui, WAFA. Le programme est terminé là. C'est plus simple, WAFA. Et il a travaillé pour l'International Crisis Group de Robert Mallet en Tunisie. Il est l'auteur, malgré son jeune âge, de 3 livres déjà, importants. Je ne le dis pas parce qu'il est là, mais parce que je le pense. Le plus récent, c'est La Mosaïque éclatée, qui est une histoire du mouvement national palestinien de 1993 à 2016, que tu avais présenté ici, je crois, chez Actes Sud. Un livre qu'il a écrit avec Wissam Al-Hadj et Eugénie Rébillard, qui s'appelait « De la théorie à la libération ». De théologie. De la théologie, oui. C'est moi qui suis fatigué. La théorie. Histoire du djihad islamique palestinien, à la découverte, en 2014, un livre absolument passionnant, qui peut-être était mal titré parce que, en fait, il débordait largement la question du djihad islamique palestinien pour parler des rapports entre religion, nationalisme, etc. Et il a aussi, en 2013, publié un livre dans la collection de l'IREMO L'Harmattan qui s'appelait Tunisie, la révolution et c'est passé. Voilà. Donc la règle du jeu est connue, tu as une demi-heure, tu peux déborder un tout petit peu, mais pas trop. Et après, nos amis te poseront des questions, diront ce qu'ils en pensent, approuveront, détesteront, protesteront, enfin bref, chacun fera comme il l'entend, et on aura l'occasion de dialoguer jusqu'à 14h. Okay, à toi. Je sais pas, c'est déjà tombé en fait. Comment est-ce qu'on le... Attendez juste une seconde. Comment est-ce qu'on remet ce truc? Plus haut. Voilà. Ici. Voilà, parfait. Vous m'entendez comme ça? Oui. Plus ou... Bon, de toute façon, je peux... Donc bon, je ne sais pas si je peux répondre à toutes les... à toutes les questions. La première chose, c'est qu'il faut remettre un peu ces élections
Dans leur contexte, d'abord, c'était les premières élections législatives depuis 2009. Hein. On a eu beaucoup de blocages politiques au Liban de 2009 à 2018, une absence de président de la République pendant un moment, des gouvernements qui ont beaucoup changé, un blocage parlementaire, donc quand même 9 ans sans élections législatives. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas eu de processus électoral, puisque en mai 2016, il y avait eu des élections municipales, c'était un signe très positif, un scrutin qui s'était bien tenu, qui avait déjà annoncé certaines tendances qui se sont confirmées lors de ces élections législatives. Mais voilà, donc on était... qui dit qu'il n'y a pas eu d'élection pendant 9 ans, ça dit aussi qu'il y a des nouvelles générations qui ont voté, qui n'avaient jamais voté de leur vie, etc. Donc c'était quand même une expérience nouvelle pour beaucoup de gens au Liban. Deuxièmement, ces élections elles se sont tenues naturellement dans un contexte régional et national un peu tendu. Régionalement parce qu'il y a les effets de la guerre en Syrie sur le Liban depuis on va dire 2012-2013. Il y a un parti libanais, le Hezbollah, qui est engagé militairement en Syrie. Il y a une scène politique libanaise qui est très divisée sur l'analyse du conflit syrien et sur les positions à prendre, envers le régime, envers l'Iran, envers l'Arabie saoudite, puisque ce conflit est un conflit régionalisé, si ce n'est carrément internationalisé. Il y a la présence de 1,2 million de réfugiés syriens. Il y a une situation sécuritaire problématique dans les camps de réfugiés palestiniens, et notamment dans le camp de Ain el-Helwe, où il y a des activistes salafistes djihadistes qui sont cachés dans ce camp, des activistes salafistes djihadistes qui sont partis en Syrie, qui ne sont pas que palestiniens, mais dont beaucoup sont également libanais. Donc on a eu des grandes vagues d'attentats de l'État islamique et de Al-Qaïda dans les zones chiites en 2013, 2014, 2015. 2 jours avant l'attentat du Bataclan, il y avait un attentat dans la banlieue sud à Boljebrajne, un attentat qui avait tué plusieurs dizaines de personnes. Donc c'est un peu dans ce contexte-là que sont venues ces élections, et elles sont venues naturellement aussi dans un contexte où il y a une grave crise politique, comme vous le savez, au mois de novembre-décembre, puisqu'à l'époque, le Premier ministre, Saad el-Hariri, avait été, on va dire, capturé ou enlevé, on ne sait pas trop. En tout cas, il avait été convoqué en Arabie Saoudite. Il n'y avait plus de nouvelles pendant plusieurs jours. Il avait annoncé sa démission. Il y avait un pari saoudien très clairement pour faire chuter le gouvernement et pour provoquer une crise politique au Liban. Ça a été plus ou moins réglé par des intermédiaires comme la France, mais aussi comme l'Égypte, ce qu'on sait un peu moins. Macron a sauvé Hariri. Macron et les Égyptiens aussi ont joué un rôle, et d'autres puissances, mais la France a joué un rôle à ce moment-là, c'est clair. Sur les Saoudiens à l'époque ont raté leur pari, il n'y a pas eu de chute du gouvernement. Le Liban a montré une étrange résilience en novembre-décembre, et aussi parce que les institutions ont tenu, c'est-à-dire lorsque Saad el-Hariri a annoncé sa démission de Riyad en Arabie Saoudite, la position de la présidence de la République et de Michel Aoun a été très forte en disant il y a un cadre constitutionnel, le Premier ministre ne peut déposer sa démission qu'au Liban, et le Premier ministre ne peut pas déposer sa démission de l'étranger. Donc même la décision de la démission était considérée comme nulle et non avenue par les institutions libanaises, par le président du Parlement, tout comme par le président de la République. Donc même les institutions libanaises ont montré, je dirais, en novembre-décembre, une certaine solidité. Donc les élections législatives sont apparues dans ce... Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que c'est quand même assez... Ce micro, c'est pas super pratique. Donc c'est la modernisation. Donc les élections arrivaient un peu dans ce contexte. Maintenant, qu'est-ce qu'elles ont montré comme grande dynamique ? Bon, la dynamique qu'on peut un peu rappeler, c'est que oui, il y a eu une forte abstention. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas relativiser l'abstention. Je veux juste rappeler que les phénomènes de l'abstention sont des phénomènes aujourd'hui régionaux. Il y a eu une très forte abstention lors des élections législatives en Irak. Il y a eu une abstention massive là pour les municipales tunisiennes. Mais l'abstention montre surtout une crise du politique, une crise des partis politiques, une crise de la représentation à une échelle internationale. L'abstention massive au Liban n'a pas été une abstention beaucoup plus élevée que l'abstention qu'on peut voir en France lors d'élections européennes ou même lors d'élections législatives. Deuxièmement, l'abstention au Liban, elle est due à un autre fait, qui est un fait plus technique qu'il faut rappeler. Un électeur libanais ne vote pas sur son lieu de vie, il ne vote pas dans la ville où il habite, ni où il travaille. Un électeur libanais vote dans le village ou la ville duquel ou de laquelle sa famille est originaire selon le recensement de 1932. C'est-à-dire que moi, si je veux voter, par exemple, je ne vais pas voter, si j'habite par exemple dans la banlieue sud, je ne vais pas voter dans la banlieue sud où je travaille et où je vis depuis ma naissance. Je vais devoir aller voter dans tel village au sud Liban où était ma famille, même si je ne connais pas les candidats là-bas, même si je n'ai pas vécu là-bas.
même si mes liens familiaux sont devenus très éloignés de ce village, le fait est que c'est la loi, je dois aller voter dans ce village. Donc c'est aussi forcément un fait technique qui encourage l'abstention. Ça veut dire que le jour des élections, des dizaines de milliers de personnes se déplacent au Liban en car, en voiture. L'État libanais avait un peu pris ses dispositions en mettant des jours de congé avant pour que les gens puissent partir avant à la campagne, par exemple, dès le vendredi. Mais vous imaginez bien que ça complique, c'est-à-dire votre dimanche, c'est pas aller voter, ça vous prend pas 30 minutes pour aller dans l'école d'à côté, c'est tout votre dimanche du matin avec les embouteillages pour retourner le soir. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a pesé sur l'abstention. Et ensuite, comme je dis, bon, il y a la crise de la représentation politique. Il y a bien sûr dans une frange de la jeunesse, pas toute, un découragement vis-à-vis des partis politiques confessionnels, vis-à-vis de la corruption, etc. Tout ça, naturellement, a pesé sur l'abstention. Bon, donc ça, c'est un peu les aspects techniques. Autre aspect technique, on avait une loi électorale qui était un peu complexe. Une loi électorale qui était sans doute meilleure que celle d'avant. Il y avait une dose de proportionnelle, mais ce n'était pas une proportionnelle intégrale. Une dose de proportionnelle qui était censée donc permettre une meilleure représentation. Ceci dit, les 15 grandes circonscriptions restaient des circonscriptions fondée sur un clivage confessionnel. C'est-à-dire la grande circonscription de Tripoli est majoritairement sunnite, la grande circonscription du sud Liban sont majoritairement chiites. Donc on avait quand même quelque chose qui encourageait les grandes formations confessionnelles, ça c'est quelque chose à noter. C'était quelque chose aussi qui handicapait un peu les listes issues de la société civile, de ce qu'on appelle la société civile, même si c'est un concept un peu qui ne veut pas dire grand-chose, mais ça je reviendrai sur ça après. Et on avait un système électoral aussi un peu complexe pour les électeurs, je ne sais pas si ça a pesé sur l'abstention, mais au Liban, vous ne votez pas que pour une liste, ou vous ne votez pas pour un candidat, vous votez pour les deux. C'est-à-dire, lorsque vous êtes amené à voter, vous avez une liste, donc vous allez choisir parmi plusieurs listes, et vous allez prendre une liste, par exemple la liste de Hezbollah, mais sur cette liste, vous êtes amené à faire un vote préférentiel, c'est-à-dire à cocher votre candidat préféré dans la liste. Ce qui fait qu'après, dans le calcul, c'est là où tout se complique, il faut calculer à la fois les listes et il faut en même temps calculer les votes préférentiels, donc quel candidat dans chaque liste a le plus de voix. Donc c'était un mélange, c'est comme si vous votiez deux fois en une, vous votez pour une liste et vous votez pour votre candidat préféré, c'est le système du vote préférentiel. Tout ça a été aussi assez compliqué, a exigé beaucoup de pédagogie de la part de l'État libanais pendant plusieurs mois pour expliquer le nouveau système électoral, comment les gens devaient voter, etc. Donc c'était un système un peu complexe. Maintenant, sur les grandes tendances et les grands résultats, là je me contente un peu de résumer ce que j'ai écrit dans un article de Orient 21, donc c'est un peu facile, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, comme ça vous aurez le résumé. La grande tendance. Beaucoup pariaient sur une percée de ce qu'on appelait la société civile. La société civile, encore une fois, ça ne veut rien dire. D'abord, une société civile, en général, c'est un contre-pouvoir. Lorsqu'elle se présente aux élections, par essence, c'est que ça prétend au pouvoir, donc ça ne peut plus être, par définition, une société civile. C'est pour ça qu'il y a des débats dans cette ex-société civile sur comment est-ce qu'on se nomme. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de gens issus de cette société civile disent on a mené des listes qui ne sont pas la société civile, mais qui sont des listes anti-establishment, qui sont des listes indépendantes, qui sont des listes contre le système confessionnel libanais. Toujours est-il que, voilà, il y a eu un certain nombre, effectivement, de listes indépendantes qui se situent, et là, c'est là aussi où on peut quand même avoir un regard positif sur le Liban, qui se situe dans la continuité du mouvement social de août 2015 et de septembre 2015. À l'époque, vous aviez eu un grand mouvement social avec plusieurs dizaines de milliers de personnes dans la rue contre la mauvaise gestion des ordures par le gouvernement. Tu étais venu en parler ici. Et je crois que j'avais parlé aussi de ça. Et je dis que c'est positif parce que ça montre qu'au Liban, il y a un débat public, on parle d'écologie, on parle du droit à la ville, etc. Et ces listes un peu anti-establishment sont un peu dans l'héritage de ce mouvement de l'été 2015. Ces listes de la société civile, elles n'ont pas, ou anti-establishment, elles n'ont pas percé à ces élections, elles ont eu des résultats très modestes. Elles ont eu des résultats très modestes, c'est quelque chose à voir en positif et en négatif. En positif, je dis, parce que même si elles ont eu des résultats modestes, toujours est-il qu'elles ont posé dans l'espace public un certain nombre de débats, comme l'écologie, la lutte contre la corruption, le droit à l'espace public, le droit à la ville, etc. Et que ça oblige aussi les grands partis politiques confessionnels, le courant du futur, le Hezbollah, le courant patriotique libre de Michel Aoun, à se positionner aussi un peu sur ces questions. Donc quoi qu'il en soit, en termes de débat et de débat pluraliste, qu'elles aient fait un score fort ou qu'elles aient fait un score modeste, elles ont quand même amené quelque chose, un débat dans l'espace public et un débat lors de ces élections. C'est quelque chose en soi de positif. Maintenant, elles n'ont pas eu beaucoup de voix. Je pense qu'une des premières raisons, c'est aussi une raison technique. Le système électoral libanais était extrêmement discriminatoire en ce qui concerne l'accès aux médias.
Il n'y a pas d'égalité du temps de parole pour les élections. Aux élections, vous payez votre temps de parole et vous le payez à plusieurs coûts de milliers de dollars, mais de dizaines de milliers de dollars. Un passage à la télé à 1h comme 20h et 21h, peut coûter jusqu'à 150 000 $ au Liban pour un parti politique, pour 1 heure ou 2 heures de passage. Les listes anti-establishment ne sont absolument pas passées dans les médias. Elles ont fait leur campagne surtout sur les réseaux sociaux. Donc je dirais le système, effectivement, il n'y a pas d'égalité de temps de parole, donc c'est quelque chose qui a pesé. Deuxièmement, je pense que ces listes ont souffert peut-être d'un côté un peu hétérogène, parce que anti-establishment ou société civile, ça ne veut pas dire que forcément il y a le même fond politique chez tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a les mêmes, et je pense que c'est important, les mêmes origines de classe chez tout le monde. Certaines personnes de la société civile apparaissaient un peu comme des gens de la classe moyenne supérieure. D'autres personnes de cette société civile étaient plus en lien avec les classes populaires, mais ça fait que vous aviez quand même une société civile qui apparaissait quand même comme très hétérogène et qui était aussi hétérogène sur des questions sensibles comme les questions régionales. Certaines personnes dans ces listes anti-establishment étaient plus favorables au régime syrien, d'autres dans les listes anti-establishment sont plus opposées au régime syrien. Donc c'est-à-dire sur tout un tas de sujets, elles n'étaient pas forcément d'accord. Elles ont choisi de s'allier dans une coalition qui s'appelait Kulne Watani, en disant on dépasse nos clivages et on a au moins une base commune sur on est contre le confessionnalisme, on est pour un véritable programme de lutte contre la corruption, un véritable programme écologique. C'est très bien, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, c'est un acquis et ça a amené des débats dans l'espace public. Toujours est-il qu'à la fin, ce sont les grandes forces confessionnelles qui ont pesé. Donc comme l'a dit Dominique, je pense que le trait saillant de ces élections, c'est le Hezbollah a confirmé sa force dans la communauté chiite. Il a seulement perdu, il s'est renforcé en nombre de sièges et il y a eu un seul siège qu'il n'a pas réussi à gagner, un seul siège chiite dans la région de Jbeil qu'il n'a pas réussi à gagner. Et pour vous montrer un peu l'absurdité du système électoral libanais, il a perdu un siège à 6000 voix contre 200. C'est-à-dire qu'il a fait 6000 voix sur son candidat et le candidat adverse qui a eu le siège a eu environ 200 voix. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce mélange de scrutin de liste et de scrutin de vote préférentiel. C'est-à-dire la liste de Hezbollah dans une région à majorité chrétienne n'a pas eu assez de voix, mais par contre dans la communauté chiite, son candidat a eu plus de voix que le candidat chiite de la liste adverse. Donc le candidat chiite de la liste adverse a gagné parce qu'il y a eu plus de votes sur la liste, mais pas en termes de vote préférentiel. Donc ça fait un peu les contrats. Je ne sais pas si c'est très clair. Mais vous pouvez perdre à 6000 contre 200. Ça existe. Donc même cette défaite, elle est assez relative. C'est pas réellement une défaite. Ça montre au contraire une véritable implantation populaire dans la communauté chiite de Jbeil, qui est une région majoritairement chrétienne, avec une minorité chiite. Pourquoi c'est intéressant le fait que le Hezbollah a confirmé ou même s'est renforcé dans la communauté chiite? Parce que vous aviez tout un discours depuis 2011, mais ce discours, on l'a entendu en 2005 et on l'a entendu en 2006, et là, il faudrait un tout petit peu tirer les leçons de l'histoire. Il y avait un discours depuis 2011 en disant « le Hezbollah est englué en Syrie, il a perdu des gens, etc. Donc, il va payer le prix, il est affaibli ». Si on remonte dans le passé, moi ça fait longtemps que je vis au Liban, ce discours sur l'affaiblissement de Hezbollah, je l'entends depuis plus de 10 ans. Excuse-moi, il a perdu beaucoup d'hommes. Oui, bien sûr. On sait, il n'y a pas de chiffre exact, mais on suppose que... Oui. Non, bien sûr. Non, ça se compte en centaines. Mais donc ce discours sur l'affaiblissement de Hezbollah, on l'avait entendu en 2005 au moment du retrait syrien, le Hezbollah s'est terminé. Un an après, il réussissait à faire un partenariat, un document d'entente avec le général Aoun, c'est-à-dire à faire une alliance avec le principal parti chrétien, donc il était sauvé politiquement par une offensive politique assez brillante. 2006, guerre du Liban, la guerre du Liban débute, on dit le Hezbollah a une position aventuriste, il va en payer le prix. Il s'en sort relativement bien et il confirme ça dans les élections législatives de 2009. Et là, avec la crise syrienne, même discours depuis 2011-2012, il y a même eu des articles qui ont été écrits sur le sujet, des livres qui ont été écrits sur le sujet, que le Hezbollah allait pratiquement disparaître. Il y a eu des articles dans des grands quotidiens français à quelques jours des élections expliquant que le Hezbollah était très affaibli et qu'au contraire, Saad El-Hariri du Camp du Futur était très fort. Il s'est passé exactement le contraire. Les raisons sont simples. Les raisons sont à la fois conjoncturelles et sont aussi historiques. Il faut garder à l'esprit que dans la communauté chiite, c'est une communauté qui a été extrêmement soudée, comme une communauté de destin depuis les années 80 par l'occupation israélienne. Et c'est quelque chose qui pèse, et c'est quelque chose qui se transmet dans les familles.
Et la solidarité avec le Hezbollah dans le vote, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réinscrire dans cette longue continuité historique. Il y a une mémoire de l'occupation qui se transmet dans les familles et dans les générations depuis les années 80. Les effets de la libération du Sud de mai 2000 se jouent encore dans la communauté chiite. Le Hezbollah, quoi qu'il arrive et quoi qu'il fasse en Syrie, apparaît encore dans la communauté chiite et dans les générations qui ont vécu ça en 2000, c'est il n'y a pas si longtemps, et en 2006 également dans la guerre 2006, les gens gardent cette image de Hezbollah comme le parti de la libération et le parti de la résistance. Le fait que les Israéliens, depuis 2013, ont mené un certain nombre d'attaques en Syrie contre le Hezbollah a renforcé naturellement cette narration de parti de la résistance. C'est-à-dire aujourd'hui, le Hezbollah peut dire que nous soyons en Syrie ou pas, où que nous soyons, de toute façon, les Israéliens nous attaquent. Donc nous sommes toujours la principale cible des Israéliens. Les Israéliens ont frappé plusieurs convois militaires de Hezbollah, ont fait des opérations ciblées contre un certain nombre de leurs dirigeants depuis 2013 sur le sol syrien. Donc cette narration, je dirais, du parti de la résistance contre Israël continue encore à fonctionner dans une communauté chiite qui est fortement soudée, je dirais, par la mémoire de l'occupation. Le deuxième fait, c'est que les grandes vagues d'attentats dans la banlieue sud de Beyrouth, mais aussi dans la plaine de Baalbek, les grandes vagues d'attentats faites par l'État islamique et par le Jabhat al-Nusra, proche à l'époque d'Al-Qaïda, ça a renforcé aussi la solidité de la communauté chiite, en toute logique. Lorsqu'il y a des attentats qui font entre 50 et 60 morts, qui sont des attentats massifs, ce n'est pas des petites attaques, hein. Les attentats commis par les groupes djihadistes dans la banlieue chiite étaient des attentats massifs et c'était des attentats réguliers. En 2013, 2014, on se souvient, ça frappait pratiquement toutes les semaines à certains moments. Ça provoquait une paranoïa dans la population, mais ça a renforcé aussi de fait la population autour de Hezbollah. Très clairement, ça a renforcé parce qu'un tel de ma famille est mort dans cet attentat, etc. Et il y a un sentiment si vous voulez, un sentiment, je dirais, de corps. Les gens se soudent face à l'adversité, ce qui fait que des gens extrêmement critiques vis-à-vis de Hezbollah, même extrêmement critiques sur sa présence en Syrie, pouvaient dire, dans le cadre d'élections, je vote pour Hezbollah parce que je défends le parti contre les autres, contre les Saoudiens, contre les Israéliens, contre les Américains. Le fait que les Américains aient multiplié les sanctions économiques et financières contre le Hezbollah depuis 2 ans, ça a renforcé le Hezbollah pour ces élections. Le fait que les Israéliens attaquent le Hezbollah en Syrie, ça a renforcé le Hezbollah pour ces élections. Le fait que les Saoudiens aient voulu faire tomber le gouvernement en novembre-décembre, ça a renforcé le Hezbollah pour ces élections. Donc, en tout cas, c'est mon explication. Je pense que le sentiment de corps dans la communauté chiite est très fort et c'est sans doute le seul parti avec son partenaire, le mouvement Amal, qui n'est pas un mouvement islamiste, mais qui n'est pas non plus un mouvement laïque, qui est un mouvement, on va dire, communautaire. Il n'y a pas de parti laïque au Liban. C'est des partis communautaires qui défendent des communautés. Mais le succès un peu des listes Hezbollah-Amal s'inscrivent un peu, je veux dire, dans cette conjoncture nationale et régionale et sécuritaire, quoi. Le deuxième trait saillant, donc, c'est effectivement la crise du mouvement haririste. Saad el-Hariri, quand il est revenu de Riyad après sa capture, ou après, on peut l'appeler comme on veut, il a eu, je pense, il y a eu un sentiment de solidarité de la population libanaise à son égard. Il y a eu un sentiment de solidarité parce qu'il est apparu comme quelqu'un qui a souffert, entre guillemets, qui a été enlevé, qui a été mis en position extrêmement difficile. Il a eu une image positive aussi pour un simple fait, c'est-à-dire qu'est-ce que lui reprochaient les Saoudiens ? Les Saoudiens lui reprochaient d'avoir défendu depuis plusieurs années un gouvernement d'union nationale et de dire on est en désaccord avec le Hezbollah sur la question syrienne, mais on a une situation intérieure libanaise qui nous oblige à discuter avec tout le monde, chrétiens, chiites, sunnites, et quels que soient nos désaccords avec les uns et les autres, il ne faut pas que la guerre civile syrienne s'invite au Liban. C'est quelque chose qui était à peu près la position de Saad el-Hariri et de son ministre de l'Intérieur, Nouhan Machnouk, pendant plusieurs années. C'était ce que lui reprochaient les Saoudiens, et je pense que après novembre-décembre, il y a eu un sentiment, pas un engouement, mais il y avait un sentiment de solidarité envers Saad el-Hariri. Je pense que ce sentiment de solidarité existe toujours, mais en même temps, il est apparu comme un acteur faible, comme un leader faible, très dépendant des Saoudiens finalement, très dépendant économiquement, politiquement, et que ça n'encourage pas, ça n'a pas encouragé un leadership fort. Donc effectivement, il a perdu beaucoup de sièges au cours de ces élections, ça a été un véritable coup. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être reconduit comme Premier ministre, il va très sûrement être reconduit comme Premier ministre, pour une raison simple, c'est qu'il a encore un tout petit avantage, c'est-à-dire, certes, tous ses adversaires ont réussi à faire des percées dans les circonscriptions sunnites, mais le courant du futur
futur reste malgré tout une organisation à dimension nationale, c'est-à-dire le courant du futur existe dans toutes les zones sunnites, de Tripoli jusqu'à Beyrouth, jusqu'à l'est, jusqu'au sud. Ça, c'est sa force. Les autres courants qui lui ont fait face, ça va être par exemple l'ancien Premier ministre Najib Miqati. Najib Miqati, à Tripoli, n'existe qu'à Tripoli. Ça va être Oussama Saad, qui est un leader nassérien proche de Hezbollah, mais Oussama Saad n'existe qu'à Saïda. Donc il n'y a pas de courant sunnite capable de remplacer pour le moment le courant du futur. Il n'y a pas de courant sunnite capable de remplacer Saad el-Hariri, mais c'est un acteur donc affaibli, mais qui malgré tout devrait être reconduit au poste de Premier ministre. Troisième fait important, je pense, c'est des recompositions dans la scène chrétienne qui sont importantes, et ça va peut-être me permettre de revenir un peu à la situation régionale. Le courant aouniste qui est allié au Hezbollah, mais qui a eu quelques frictions dernièrement avec le bloc... Pardon ? Non, t'entends plus prendre le micro. Ah, je prends le micro ? Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il Il n'y a plus de batterie visiblement. Ok. Donc ça marche, oui. Tu le pousses dans les fois tout de suite. Là, comme ça. Oui. Vous m'entendez là ? Oui, très bien. Ok. Dans la communauté chrétienne, donc, il y a eu des recompositions. Le courant patriotique libre de Michel Aoun demeure le premier parti chrétien. Il est allié au Hezbollah, comme on l'a dit, depuis février 2006, mais il a eu certaines tensions, on va dire depuis à peu près un an, avec le mouvement Amal, chiite, qui est partenaire de Hezbollah. Certaines tensions dues à des nominations de postes. Tous les postes au Liban dans les administrations sont sur critères confessionnels, et actuellement, il y a une certaine tension entre les chrétiens et les chiites sur les quotas confessionnels dans les administrations. Donc, il y a eu une petite tension, on va dire, dernièrement, entre le courant du général Michel Aoun et le mouvement Amal. Ça a forcément créé des tensions aussi avec le Hezbollah qui est au milieu, qui doit gérer deux alliés, le mouvement Amal d'un côté, le courant patriotique libre chrétien de l'autre, et qui doit dire à ces deux alliés arrêtez de vous disputer parce que notre coalition peut exploser. Donc vous voyez comme quoi au Liban, même un Hezbollah renforcé dans son propre camp, il y a des tensions, les choses sont pas simples, il y a des recompositions, etc. Donc un courant patriotique libre effectivement qui a été confirmé comme premier parti, mais le fait vraiment intéressant, c'est la montée des forces libanaises. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les forces libanaises. Les forces libanaises sont en réalité l'ancien service de sécurité pendant la guerre civile des phalanges libanaises, pour aller très vite. Après, donc, la formation maronite, les phalanges qui étaient en guerre avec les Palestiniens, avec la gauche libanaise et compagnie. Là, je remonte aux années 70. Voilà, Sabra et Shatila, ça a été les phalanges et plus ou moins déjà les forces libanaises, mais qui n'étaient pas un parti, qui étaient plus un service de sécurité. Les forces libanaises, avec le temps, vont se détacher, vont se constituer en parti politique. Là, je vais vraiment très vite. Et les forces libanaises, aujourd'hui, se sont affirmées comme la seconde force politique chrétienne. Elles ont doublé leur mise, tout simplement. Elles sont passées de 8 à 16 députés. Pourquoi je dis que c'est le trait, s'il y a vraiment deux traits à retenir dans ces élections, c'est le renforcement de Hezbollah et la montée des forces libanaises. Moi, je pense que beaucoup d'analystes se sont vraiment focalisés sur ça, parce que les forces libanaises se situent dans un axe qui est par contre un axe clairement anti-Hezbollah. Elles se situent plutôt dans un axe plus favorable aux Américains. Elles se situent dans un axe très favorable en ce moment, ça peut changer, aux Saoudiens et aux Émirats. Samir Jaja, le leader des forces libanaises, a effectué plusieurs voyages cette année en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne cache pas qu'elle soutient très clairement les forces libanaises. Donc les forces libanaises, maintenant, c'est un parti qui compte dans la communauté chrétienne. C'est un parti avec 16 députés, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est un parti qui va négocier aussi sa place dans le gouvernement. Là, il va y avoir toutes les négociations gouvernementales sont en train de se jouer en ce moment, et elles n'avancent pas justement parce que les forces libanaises veulent placer des hommes, le courant patriotique libre veut qu'ils en aient moins, le Hezbollah veut surtout pas, par exemple, que les forces libanaises aient un ministère comme, je sais pas, la défense, par exemple. Il y a des ministères de souveraineté, le Hezbollah dit nous on le prendra pas, mais si vous le donnez avec des gens qui sont explicitement pour nous détruire, on va naturellement dire non et bloquer tout le processus. Donc il y a beaucoup de négociations qui se jouent en ce moment. Donc ça, c'est un peu les grandes recompositions au niveau national. Et dernière chose que je voulais citer, on dit qu'au Liban, les choses ne changent pas. Il y a un changement dans le non-changement. Il y a un renouvellement générationnel. Alors souvent, c'est les fils c'est-à-dire le fils de Walid Jumblat maintenant a été élu député. Walid Jumblat du Druze ne s'est pas présenté, c'est son fils qui est jeune, Teymour, qui s'est présenté. Le fils de Sleiman Frangieh, Tony, qui a je crois 32 ou 33 ans, c'est maintenant député. Il y a un véritable renouvellement générationnel dans ce Parlement qui est intéressant, mais c'est un changement dans la continuité, parce qu'en même temps c'est des fils de grands leaders confessionnels. Donc voilà, ça c'est un peu le bilan des législatives. Maintenant, la situation
actuelle. On est dans une période de formation du gouvernement. Quels sont les problèmes à l'œuvre? Le principal problème, c'est qu'il y a explicitement actuellement des pressions américaines pour que le Hezbollah ne soit pas au gouvernement ou il soit le moins possible. Il y a un faux débat derrière ça, parce que le Hezbollah n'a jamais réclamé le ministère de souveraineté, jamais depuis 2005, il n'en veut pas. Le Hezbollah veut être présent dans le gouvernement pour surveiller ce qui se passe dans le gouvernement, mais ne veut pas être accusé de contrôler les rênes du gouvernement pour ne pas avoir plus d'ennuis. Donc de toute façon, il n'y aura pas de ministère de souveraineté dans les mains de Hezbollah. Par contre, Hezbollah, naturellement, demande que certains ministères de souveraineté soient plutôt dans les mains de ses alliés plutôt que de ses adversaires. Mais la question, c'est est-ce que les Américains vont mettre une pression jusqu'à demander que le Hezbollah soit exclu du gouvernement? Ça, c'est quelque chose de fortement possible, puisqu'on est quand même aujourd'hui dans un nouveau cadre. On est dans un nouveau cadre régional qui est inquiétant, pas seulement par, on dit tout le temps, la folie de Trump, etc., mais il ne s'agit pas que de ça. Il y a une recomposition politique globale au Moyen-Orient, avec un axe aujourd'hui qui est officiel, qui est un axe américano-saoudien, qui est beaucoup... L'alliance entre les Saoudiens et les Américains a toujours existé. Mais il y a toujours eu aussi de forts désaccords entre eux, même sur des dossiers comme le dossier palestinien. Là, on n'est plus du tout dans ce cadre. Le sommet, ce qu'on a appelé le sommet américano-islamique de Riyad en mai 2017, c'est un changement. C'est Donald Trump qui donne une feuille de route avec les Saoudiens à Riyad et qui dit les principaux adversaires de nous, des États-Unis et de l'Arabie saoudite, ce n'est pas l'État islamique. L'État islamique, dans son discours, vient en dernier, en réalité. C'est l'Iran, le Hezbollah et le Hamas. Donc, il y a une ligne aujourd'hui qui est très clairement visant l'Iran et visant le Hezbollah au Liban. C'est une ligne américaine qui est officielle, c'est une priorité pour eux. Et ça va faire des pressions effectivement sur la présidence et sur le futur gouvernement libanais. C'est une situation extrêmement inquiétante qui s'inscrit naturellement dans le grand conflit régional entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et est-ce que c'est de nature à bloquer la formation du gouvernement? Est-ce que c'est de nature à faire sauter un gouvernement dans l'avenir? Ça, c'est une véritable question. Pour répondre un peu aux questions de Dominique aussi, la question sur est-ce que malgré tout il n'y a pas un cas algérien à travers le cas libanais, je pense que c'est une question intéressante. C'est vrai qu'on peut être surpris par le fait que depuis 2011, finalement, le Liban soit resté relativement, je dirais pas stable, parce qu'il y a quand même une instabilité. Quand il y a des attentats réguliers et quand il y a des combats dans la ville de Tripoli ou quand il y a des combats à Saïda autour du camp palestinien de Ain el-Khalwé, c'est pas forcément une situation stable. Mais le fait est que les institutions ont tenu. Le fait est que même quand il n'y avait pas de présidence de la République aux alentours des années 2015-2016, le gouvernement tenait, le Parlement, le président du Parlement tenait. Il y a une stabilité des institutions. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une peur de tous les côtés, une peur d'un retour de la guerre civile qui joue autant dans la population, mais qui joue aussi dans les élites libanaises. Les élites libanaises pensent qu'elles ont, alors ça c'est pas forcément par humanisme, mais les élites libanaises confessionnelles de tous côtés pensent aussi qu'elles ont à perdre dans une guerre civile, parce qu'une guerre civile ça coûte cher, et que pour le moment elles ne voient pas fondamentalement d'intérêt à rentrer dans un conflit interne. Donc c'est vrai que le souvenir de la guerre civile pèse encore et a un peu retenu les acteurs. Ce n'est pas le seul facteur. L'un des autres facteurs, c'est que pour le moment, internationalement, et c'est pour ça que je dis qu'on est inquiet de la position américaine dans les prochains mois, internationalement jusqu'à maintenant, il y avait quand même une position des grands États, que ce soit la Russie, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit même l'Iran ou l'Arabie saoudite jusqu'à l'année dernière, pour dire le Liban, quoi qu'il arrive en Irak ou en Syrie, le Liban restera en dehors des combats. C'est-à-dire les combats aujourd'hui sont en Syrie. Si on doit se faire la guerre, si le monde entier doit se faire la guerre, il se fait la guerre en Syrie. Ça, vous avez compris ça depuis 2013. C'est une guerre civile régionale et internationale avec je veux dire, en termes de comparaison, je ne sais pas avec quoi on peut comparer, peut-être avec la guerre de Corée. Quelle guerre, à part la guerre syrienne, a engagé autant d'acteurs internationaux au cours de l'histoire? Une coalition internationale occidentale de plus d'une dizaine de pays, des troupes russes, des troupes iraniennes, des soutiens du Qatar, de la Turquie, une Turquie qui est entrée carrément maintenant en Syrie. On n'a jamais vu ça. Je veux dire, autant d'acteurs étatiques et non étatiques militaires dans un pays, c'est une situation tout à fait inédite. C'est bien plus en termes d'internationalisation et de régionalisation, par exemple, que la guerre civile yougoslave. Il n'y a même plus de comparaison possible. Mais il y a quand même, comme je l'ai dit, les puissances régionales et internationales, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'heure actuelle, mais c'est pour ça qu'on est inquiet de la position américaine, les puissances régionales et internationales
il y a plutôt un accord pour laisser le Liban en dehors des problèmes. On est plutôt dans une situation donc, inverse aux années 70 où les puissances régionales disaient si on doit s'affronter, on s'affrontera au Liban. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Autre chose qui bloque aussi objectivement la possibilité d'une guerre civile pour le moment au Liban, c'est qu'il y a un acteur plus fort que l'autre, tout simplement. Pourquoi et quand est-ce qu'il y a une guerre civile? C'est quand les forces s'équilibrent peu à peu. Mais quand les forces ne s'équilibrent pas, c'est très dissuasif en termes de guerre civile. En 2008, il y a eu une presque guerre civile entre le courant du futur et le Hezbollah. Elle a été gagnée en 2 jours par le Hezbollah. C'était terminé. On sait qu'il n'y aura pas de guerre civile parce qu'il y a un camp plus fort que l'autre. Quand il y a un camp plus fort que l'autre, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des négociations, etc. Mais grosso modo, quand vous avez un rapport militaire clair entre A et B, ça limite forcément les velléités des uns et des autres. Aujourd'hui, les gens du courant du futur qui, en 2008, se disaient on peut peut-être affronter militairement Hezbollah, depuis, cette option pour eux est complètement terminée. Et lorsqu'il y a des pressions saoudiennes et américaines pour leur dire faites-le, eux disent mais vous êtes fous. Et il y a un précédent historique dans lequel on a été littéralement écrasé. Donc ça joue aussi dans les limitations des guerres civiles et dans une déstabilisation du Liban. Le fait qu'un camp soit, je dirais, légèrement plus fort que d'autres. Comme je l'ai dit, la situation est maintenant inquiétante parce qu'il va falloir voir quelle va être la nouvelle position de l'administration américaine qui est dans une position très belliqueuse sur l'Iran. Les autres inquiétudes, là je déborde un peu des élections, c'est naturellement le conflit israélo-iranien. Est-ce qu'il va déborder au Liban ? Bon, là, c'est de la science-fiction parce que je ne peux pas dire oui ou non parce que je risque de me tromper. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a déjà un conflit israélo-iranien qui se joue en Syrie, notamment sur le plateau du Golan. Le plateau du Golan a été calme de 1973 jusqu'à, on va dire, 2012-2013. Aujourd'hui, c'est un foyer de conflit. Là aussi, on est dans une situation inédite historiquement. Quand je dis que ce conflit israélo-iranien, il existe directement en Syrie, c'est les Israéliens, comme je l'ai dit, tirent sur des convois du Hezbollah, ont assassiné certains de leurs dirigeants, mais maintenant sont passés à un stade supérieur, c'est-à-dire qu'ils attaquent des bases militaires iraniennes, et ils sont passés dans un stade supérieur ces derniers mois, puisqu'ils ne font plus que tirer sur des bases militaires iraniennes, ils tuent des officiers iraniens sur ces bases, c'est-à-dire qu'avant, les Israéliens attaquaient des bases iraniennes en les faisant sauter, mais ils essayaient plus ou moins d'épargner, c'est-à-dire on est dans le cadre d'une guerre froide, donc ils essayaient plus ou moins d'épargner les hommes jusqu'à un certain point. Les dernières attaques israéliennes sur des bases iraniennes ont tué des officiers, c'était des attaques très ciblées. Avec un assentiment russe. Alors la position des Russes est très complexe sur ça parce qu'elle est... Alors, moi je ne suis pas spécialiste de politique russe, mais il y a un article dans Orient 21 qui est sorti la semaine dernière qui dit les Russes n'ont intérêt jusqu'à maintenant à ne prendre ni le parti tout à fait des Israéliens, ni le parti tout à fait des Iraniens, et à donner un peu leur faveur entre les deux, quoi. C'est-à-dire à trouver un agreement et à parler entre les deux. Parce qu'à l'inverse, c'est-à-dire les Russes ont donné plus ou moins pas leur assentiment, mais ils ont laissé faire les Israéliens. Mais en même temps, les Israéliens continuent d'accuser les Russes en disant vous favorisez la présence iranienne en Syrie, que ce soit à 10 km de notre frontière ou à 60 km de notre frontière. Pour nous, c'est problématique. Les Russes restent assez ambigus sur cette question. Bon, moi, je ne suis pas spécialiste des Russes, encore une fois, mais je pense qu'ils essayent jusqu'à maintenant de jouer l'équilibre. Jusqu'à maintenant, ça leur profite parce que dans la situation régionale actuelle, les Russes sont le seul État à discuter absolument avec tout le monde, à avoir des liens qui vont de l'Iran jusqu'à la Turquie, jusqu'au Qatar, jusqu'aux Israéliens. C'est le seul acteur international qui peut discuter avec tout le monde. Il n'y en a aucun autre jusqu'à l'heure actuelle. Ça, c'est un fait. Mais ça peut les mettre à un moment, si le conflit augmente, ça va les mettre clairement en difficulté parce qu'il faudra bien choisir ou favoriser un peu plus un acteur sur un autre. Excuse-moi, juste pour la position officielle exprimée par Lavrov, donc vraiment officielle, c'est qu'il ne faut pas de présence militaire iranienne en Syrie. Maintenant, c'est un autre discours que celui qu'on entendait il y a 6 mois ou il y a même 3 mois. Dans cette présence extrêmement, comment je dirais, choquante de Netanyahou à la tribune de la commémoration de la victoire sur le nazisme, il était là à côté de Poutine. Enfin, c'est quand même des images qui frappent. Visiblement, il y a eu une évolution de la position russe, quoi. Bon, après, c'est une évolution qui est un problème, c'est qu'ils ont beaucoup évolué, dit des choses contradictoires depuis 2011 sur un certain nombre de sujets. Il faut juste rappeler les nombreuses fois où Poutine a dit qu'il se retirait de Syrie militairement. Il y a eu plusieurs fois. En réalité, ils ne se sont jamais du tout retirés militairement, mais je me souviens que pendant plusieurs jours et plusieurs mois,
on se demandait est-ce qu'il va le faire, mais surtout pourquoi est-ce qu'il le fait. Mais en fait, il se révélait qu'à la fin, il ne l'avait pas fait du tout. Donc, à mon avis, tout ça est assez évolutif et je pense que les Russes étudient plus le rapport de force entre les uns et les autres pour ne pas voir de nouveaux foyers qui ne contrôlent pas monter. Mais moi, je pense qu'ils essayent un peu de jouer entre tous les partis, ce qui est assez complexe pour eux, effectivement. Je pense avoir terminé et pour les questions, non, le deuxième, juste pour terminer, c'était sur la question, encore une fois, des réfugiés. Je voulais juste mentionner ça parce qu'il y a un élément, plutôt que de voir toujours les choses en noir ou en blanc et de ne pas voir les zones grises. L'un des éléments de débat au Liban intéressant actuellement, c'est la question du retour des réfugiés syriens. Or, sur la question du retour des réfugiés syriens en Syrie, il y a un petit désaccord entre les partenaires du régime syrien et le régime syrien. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a à peu près une position du régime syrien qui est à peu près la même que celle de ses adversaires à l'échelle internationale. Le régime syrien, en réalité, ne veut pas vraiment du retour des réfugiés syriens qu'il considère comme des nouvelles classes dangereuses qui ont été éloignées du pays. La communauté internationale ne veut pas du retour réellement des réfugiés syriens en Syrie parce que pour elle, ça serait donner trop de légitimité au régime. Les partenaires du régime syrien, eux, au Liban, veulent clairement que les réfugiés retournent en Syrie parce qu'il y a 1,2 million de réfugiés en Syrie et que c'est un véritable problème. Et actuellement, au Liban, pardon. Et actuellement, au Liban, il y a eu une petite passe d'armes entre le ministre des Affaires étrangères libanais Gibran Bassil et le ministre des Affaires étrangères syrien Walid El-Moallem autour du fameux décret numéro 10, qui est un décret, on va dire, d'expropriation. C'est-à-dire, si vous êtes syrien réfugié, vous avez 1 mois, selon ce décret, pour prouver le fait que vous étiez propriétaire de cet endroit. En 1 mois, les réfugiés, certains ont perdu leur passeport, n'ont même plus rien du tout. En 1 mois, il est carrément impossible de prouver qu'on est propriétaire. C'est-à-dire, c'est un décret pratiquement d'expropriation. Gibran Bassil, qui théoriquement est plus favorable au régime syrien qu'à d'autres, a dit ce décret est inacceptable parce que vous êtes en train de nous dire que le 1,2 million de réfugiés, il va rester chez nous. Donc c'est inacceptable. Alors Walid El-Moallem a répondu non, le décret numéro 10 va être amendé, on va laisser 1 an pour que... Mais là, on sent que sur cette question du retour des réfugiés, les positions anciennes entre les alliés et les adversaires ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'il peut y avoir des désaccords entre alliés, quoi. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. C'était très... C'est en t'écoutant qu'on mesure la faiblesse des médias français, parce que de tout ça, on n'a quasiment rien entendu que les aspects caricaturaux que tu as dit sur les pronostics extrêmement funestes pour le Hezbollah et très, très positifs pour le courant Hariri. C'est à vous. Donc, vous connaissez le système. Il faut simplement attendre d'avoir un micro dans la main pour que la vidéo ensuite soit compréhensible pour ceux qui la verront. Jean-Pierre Perrin. Oui, bonjour, Jean-Pierre Perrin. Est-ce qu'on peut dire que c'est la mort du mouvement du 14 mars, finalement? Est-ce qu'on peut dire que et donc de ce qu'on a connu sous le nom de l'intifada du Liban ou l'intifada du Cèdre? Ça, c'est ma première question. Et corollairement, je note, moi, des choses qui sont très, très inquiétantes. Par exemple, nous avons le retour, comme député, de quelqu'un qui s'appelle Jamil Sayed, ancien chef de la sécurité générale, artisan de la répression, et tous ceux ici qui aiment Samir Kassir, par exemple, savent qu'il en a souffert, peut-être et sans doute même impliqué dans l'assassinat de Rafik Hariri, et qui est élu député, mais pas seulement lui. Il y a toute une cohorte de gens comme lui qui ont été élus avec les voix du Hezbollah d'ailleurs, et je ne vois pas ça comme un signe de démocratie d'une part, encourageant d'autre part, et puis quand même le fait que le Hezbollah ait triomphé à ces élections, enfin, c'est quand même le parti qui permet aujourd'hui à Bachar el-Assad de rester au pouvoir. Ouais. Merci. Merci Jean-Pierre. J'ajouterai, alors je me raccroche à ta question. Je suis étonné toujours du fait que Samir Jaja est ressuscité. C'est quand même un criminel de guerre qui a été condamné, qui a passé un bon moment en prison, pas suffisamment, mais bon, il y a passé un bon moment. Il porte la responsabilité directe ou indirecte de choses absolument épouvantables dans l'histoire de la guerre civile et ensuite de l'occupation israélienne. Comment la société libanaise arrive à considérer comme normal que cet homme incarne à nouveau
Bon, une force politique qui n'est pas une force de gauche. Et bien sûr. juste, il y a eu une amnistie quand même. Hein, je Oui, veux oui, dire. non, je sais bien, mais je veux dire, entre amnistier, le général Salan a été amnistié par le général de Gaulle, mais il n'a pas pris la direction d'un parti politique en France, pour prendre un exemple. Et je ne suis pas sûr que Salan ait autant de sang sur les mains que Samir Jaja. Hein. Je prends l'exemple simplement pour la condamnation et l'amnistie. Nicolas. Moi, je vais éviter de me prononcer sur qui est criminel ou qui l'est pas. Je pense que c'est une fausse question au Liban. Même en ce qui concerne Samir Jaja, il a été en prison jusqu'en 2005, donc il n'a pas été sous la loi d'amnistie parce qu'il a été en prison condamné pour des crimes commis après la loi d'amnistie. Donc ça, c'est à noter. Donc c'est un peu sur cette image que joue Samir Jaja en disant parmi tous les leaders politiques libanais miliciens, finalement, je suis le seul à aller en prison. Formellement, c'est vrai. C'est le seul leader parmi tous les anciens leaders de la guerre civile, c'est le seul leader à être allé en prison. Et c'est un des arguments forts dans les campagnes électorales, notamment des forces libanaises, pour dire nous, on a payé un prix extrêmement cher. Alors, Aoun aussi a payé un prix cher sous la présence syrienne, puisqu'il était exilé. Il y a beaucoup de gens qui ont payé un prix cher. Mais bon, moi, j'ai pas envie de rentrer le débat sur qui est le plus criminel ou est-ce que c'est. Non, c'est choquant, mais pareil, sur la loi d'amnistie, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire, quelle transition il fallait. C'est un débat qui remonte aux années 90. Quelle transition il fallait? Est-ce qu'il fallait mettre tous les leaders en prison? Mais avec quoi est-ce qu'on reconstruit le Parlement? C'est très compliqué. Quelles élites allaient les remplacer? Je ne sais pas. Moi, malheureusement, j'ai pas de réponse sur ça. Les réponses sur lesquelles on peut apporter par contre quelques billes, c'est de dire oui, dans cette loi d'amnistie, par contre, il y a des choses sur lesquelles on pourrait avancer sur la question où sont les fosses communes, où sont les disparus de la guerre civile libanaise. Si les leaders miliciens réglaient ce problème aujourd'hui, et c'est toujours un problème, là, on avancerait. Le problème n'est pas qu'un leader milicien ait été leader milicien dans les années 80 et qu'il soit député. Je sais s'il y a un consensus national. Est-ce que nous, on peut être contre ce consensus national, si ce consensus national, à un moment de l'histoire, a permis de faire une réelle transition vers une situation de guerre à une situation de paix civile. Je ne sais pas si moi je peux réellement juger ça. Il y a eu ce consensus à l'époque, mais par contre, travailler sur le retour des déplacés, travailler... Par exemple, la question de est-ce que c'est un assassin ou pas. Dans les années 90 et 2000, cette question ne s'est pas posée comme ça chez les Druzes et les chrétiens. Il y a eu un accord entre les Druzes et les chrétiens dans les années 90-2000, entre Walid Jumblat et des leaders chrétiens et le patriarcat maronite, pour dire ce qui s'est passé dans la guerre civile est une chose. Maintenant, on a un problème de déplacés. Il y a eu des populations chrétiennes qui ont été massivement déplacées des zones druzes et on va faire un accord de réconciliation. C'est comme ça qu'on avance dans une situation qui sort d'une guerre civile. C'est comme ça aussi qu'on avancera dans d'autres situations de guerre civile dans la région ou en Irak, par exemple. C'est des questions qui sont très compliquées parce que si vous mettez tout le monde en prison, encore une fois... Qui va représenter? C'est toujours le problème de la représentation politique. J'en ai aucune idée. Et ceux qui vont signer un accord de paix, comme on le sait, c'est ceux qui ont fait la guerre. Personne d'autre. Ou alors vous mettez le pays sous une tutelle totale d'une puissance étrangère. Ça peut être la solution alternative. Donc c'est des questions, à mon avis, complexes parce qu'elles recoupent des questions politiques, de réalisme politique, et en même temps des questions éthiques, morales. Donc voilà, c'est pas simple. Et donc vous souleviez aussi le cas de Jamil Sayed, qui est l'ancien directeur de la Sûreté Générale. C'est pas simple non plus. Je vais pas non plus juger ce cas. Jamil Sayed n'a rien à voir avec, en termes de responsabilité collective, avec les anciens chefs miliciens de la guerre civile qui sont aujourd'hui à la tête de l'État. Voilà. C'est compliqué, quoi. Donc bon, comme je dis, c'est des questions éthiques, morales, qui sont sur lesquelles moi j'ai pas trop envie non plus de me prononcer. Je pense qu'il vaut toujours mieux travailler sur le concret que sur ces questions de mémoire c'est des questions comme j'ai dit, les déplacés, les fosses communes, les personnes disparues. Ça, c'est des choses auxquelles la population libanaise et la société civile, pour à peine la vraie société civile qui se situe en contre-pouvoir, qui est dans les ONG, les associations, les syndicats, etc., qui pousse les politiques à véritablement avancer sur ces dossiers. Maintenant, concernant la coalition du 14 mars ou du 8 mars, attention au terme, par exemple, moi je vais vous le dire sincèrement, vous utilisez le terme de l'intifada de Beyrouth en 2005. Ce terme, c'est le terme utilisé par le 14 mars. Moi, en tant que chercheur, je ne l'adopte pas. Parce qu'en face, il y a le 8 mars
qui en 2009 remporte 52 ou 53% des voix du corps électoral libanais. Le Liban est divisé en deux, et moi je ne suis pas là pour dire cette version de l'histoire du 14 mars qui utilise le terme de intifada ou printemps ou je ne sais pas quoi, elle est meilleure que celle des autres. Le fait est qu'ils avaient 1,5 million de personnes chacun dans les rues, et que la population libanaise était divisée, et que le véritable débat, c'était comment arriver à un gouvernement d'union nationale pour éviter une guerre civile, et c'est le même débat aujourd'hui. Moi je dirais, il y a eu des manifestations en 2005, massives du côté du 14, et il y a eu des manifestations très massives du côté du 8. Très massives. Le sit-in de 2007 et de 2008 au centre-ville de Beyrouth était massif. C'était des centaines de milliers de personnes. Moi, j'étais là, et j'ai des centaines de milliers de personnes dans les rues, de partis qui sont explicitement pro-syriens. C'est-à-dire même la présence syrienne au Liban est un objet de débat au Liban. C'est peut-être pas un objet de débat pour nous, mais au Liban, ça l'est. C'est un objet ça peut sembler bizarre, mais c'est un objet de débat avec une population qui est extrêmement clivée, je dirais, à la moitié. Parce que au Liban, la question n'est pas quel est le bon, quel est le méchant, c'est pour chaque communauté, comment est-ce que je survis sur un long terme. C'est ça, c'est la seule question. Et pour survivre, comment je fais des alliances avec des puissances régionales sur un long terme. Certains pensent que pour survivre, il faut faire des alliances avec l'Iran. D'autres pensent que pour survivre sur un long terme, il faut faire des alliances avec l'Arabie Saoudite ou avec les Américains, etc. La seule question, c'est qui a été le plus intelligent dans l'affaire pour faire la meilleure alliance sur un long terme. Qui a eu un peu de pif politique. C'est ça qui va déterminer à terme qui sera le gagnant et le perdant. Mais les gens ne sont pas forcément sur ces questions dans les questions des alliances régionales, sur des questions éthiques et morales. Ils sont dans des questions, je dirais, plus de pragmatisme. Faire vivre ma communauté ou faire survivre ma communauté. C'est malheureux, mais c'est comme ça pèse, et ça pèse aussi dans le vote. Sur le 14 mars, je pense que tant le 14 que le 8, ces clivages se sont un peu atténués depuis 1 an ou 2 ans, notamment à partir du moment où Michel Aoun a fait une alliance avec le courant du futur de Saad El-Hariri sur le deal « Le Premier ministère est à toi, et est au courant du futur, mais vous me laissez accéder à la présidence ». De fait, depuis quelques années, on a eu des alliances pour les élections présidentielles, etc., et pour la nomination du Premier ministre, qui ont un peu atténué ce clivage 8 mars-14 mars. Moi, je vois ça plutôt comme quelque chose de plutôt sain. Et c'est ce qui a été reproché à Saad El-Hariri très clairement par les Saoudiens. Ça, vraiment. Juste un mot, Nicolas, sans m'obstiner sur Samir Jaja. Je garde mon dégoût pour le fait que cet homme réapparaisse. Mais ça pose une question plus large que tu ne peux pas régler simplement en opposant la morale d'un côté et le pragmatisme de l'autre. La leçon de toute une série d'événements historiques un peu partout dans le monde, c'est que plus on met sur la table et on permet aux victimes de part et d'autre d'une guerre civile ou de part et d'autre d'une situation de dictature de s'exprimer, de dire les choses, et mieux on se porte après. Je veux dire, quand on compare ce qui a pu se faire en Afrique du Sud, ce qui s'est fait à moitié au Maroc, ce qui ne s'est pas fait du tout en Algérie, ce qui s'est fait au Chili un peu, mais pas du tout en Argentine, etc., on voit bien que ce n'est pas seulement la morale, c'est la morale, évidemment, mais c'est aussi pragmatique, parce qu'on sait que tous les abcès non réglés, c'est des abcès qui continuent à empoisonner le corps social sur la longue durée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Didier, ici. Merci. Bon, dans ce que tu présentes, on voit bien évidemment la catégorie confessionnelle, qui est la catégorie majeure, en fait, du point de vue du positionnement des uns et des autres, et la conséquence sur les alliances qu'on va avoir avec les différents partenaires, enfin, ou les différents acteurs, en fait, dans la scène régionale. Ma question, c'est, est-ce que, finalement, il y a un absent là-dedans, de notre point de vue à nous, j'allais dire, dans nos grilles d'analyse, les dimensions économiques et sociales, est-ce qu'elles existent? Est-ce qu'elles peuvent être confession, voilà. Où est-ce que comment se présentent ces notions? Non, sur les questions économiques et sociales, il y a eu toute une littérature libanaise qui se dispute sur ça. Est-ce que c'est la communauté qui compte? Est-ce que c'est les classes? Est-ce qu'il y a des communautés? Il y a même eu un débat à l'époque sur les communautés classes dans les années 80. Est-ce que les chiites sont une communauté classe? C'est-à-dire c'est pas une communauté classe parce qu'il y avait déjà une bourgeoisie chiite, mais ceci dit, est-ce que dans sa grande majorité, elle représentait une sorte de classe confession qui réclame sa place dans le système confessionnel. Donc ce débat au Liban, c'est un vieux débat, et puis c'est un débat pas seulement pour les Libanais, c'est un débat même dans les sciences sociales en France. Il y a eu beaucoup de choses écrites sur ça. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a des dynamiques sociales transconfessionnelles qui existent au Liban.
mais qu'elles sont toujours limitées au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'elles existent dans le sens où, en 2013-2014, par exemple, il y a eu de vastes mouvements syndicaux, on n'en parle pas, mais au Liban, de vastes mouvements syndicaux, avec des manifestations de plusieurs dizaines de milliers de personnes, des professeurs, les travailleurs des impôts, etc., majoritairement le service public, donc c'était pour les nominations et les revalorisations des salaires. Revalorisation des salaires, là on a un débat intéressant, parce que ça peut sembler là aussi complètement fou, les syndicats demandaient une hausse de 125% des salaires. Mais c'était tout à fait justifié. Pourquoi ? Parce que les salaires sont bloqués depuis 1994 dans la fonction publique, et que l'inflation était de 120% depuis 1994. Certains corps de métier, comme les professeurs, ont obtenu une revalorisation de 60% de leur salaire, ce qui est extrêmement important. Vous voyez, là, on n'est pas dans des je demande 5%, 6 ou 0,5, ils demandaient 120%, et les professeurs ont eu, je crois, 60%. Donc, je ne sais pas s'il donnera 120%, quoi. Ça va être just. Donc il y avait, et ces manifestations étaient, je pense, quelque chose d'extrêmement positif. Le mouvement social de août et septembre 2015 était très positif parce qu'il était explicitement multiconfessionnel. Il a eu un peu de mal à toucher les classes populaires. Ça, par contre, c'est le problème. Le mouvement social de 2015. Il a un peu touché les classes populaires, mais pas beaucoup. Là aussi, parce que, et donc c'est là où on voit les limites, je pense que la situation régionale et la situation confessionnelle revient toujours. Et les gens aussi ont peur. Ils ont peur dans le sens où il y a beaucoup de gens en août et septembre 2015 qui disaient c'est bien de demander la sécurité sociale, plus d'ordures, etc. Mais la chute du régime confessionnel. Est-ce qu'on veut la chute du régime ? Les gens disaient, regardez le bordel en Syrie, regardez le bordel en Irak, la région est ravagée. Nous, on préfère un système bancal et qui ne marche pas à une anarchie totale. Et je pense que ça, c'est un discours qui ne venait pas des élites, c'est un discours qui venait des gens les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui ont le plus à perdre. Les gens qui ont le plus à perdre ne vont pas s'engager dans une révolution populaire, etc. Parce que c'est eux qui vont perdre, c'est pas les autres, ou c'est pas la petite bourgeoisie, ou c'est pas les étudiants de la petite bourgeoisie qui pourront avoir des visas pour aller en France ou aux États-Unis. C'est les gens des classes populaires. Les gens des classes populaires disaient ces manifestations, ça nous intéresse et tout, c'est sympathique, mais jusqu'où vous voulez aller ? Vous voulez aller je suis à la chute du régime, mais on va faire quoi dans ce pays après nous ? On va devenir quoi ? Les gens ont peur, et je veux dire, la déstabilisation de toute l'économie régionale, de l'économie politique, quoi, au sens depuis 2012-2013, fait que maintenant les gens ont peur de faire des mouvements sociaux. Ils ont peur de l'anarchie, ils ont peur de la guerre, ils ont peur du retour de la guerre civile. Il y a eu deux exemples que les gens citent tout le temps, c'est la Libye et la Syrie. Les gens disent regardez la situation en Libye, regardez la situation en Syrie. Est-ce qu'on a vraiment envie de reproduire ça dans un autre pays ? Je pense qu'on pourrait, là par exemple, il y a un mouvement social en Jordanie. Au-delà du fait que la couronne jordanienne a toujours extrêmement bien géré les mouvements sociaux en réprimant en fait un peu, mais pas trop, et en accordant, parce que c'est pas le premier mouvement social qu'il y a eu en Jordanie, il y en a eu en 2011 et elle a déjà jugulé en quelques mois, en mars, avril. Là, en Jordanie, il y avait des mouvements en mars, en avril, mai, c'était terminé. La couronne avait tout réglé, quelques augmentations de salaire par là, quelques têtes qui tombent dans le gouvernement, et quelques personnes de l'opposition qu'elle a intégrées. La couronne, les Jordaniens, je sais pas pourquoi, ont une vraie capacité, alors que c'est une monarchie, etc., à comprendre les dynamiques de l'opposition, à diviser les frères musulmans. Il y a une partie des frères musulmans aujourd'hui qui soutiennent la couronne jordanienne, à diviser la gauche mouvementiste. Il y a des figures du mouvement social de 2011 qui sont entrées au Parlement. L'un est devenu, pas au Parlement, au gouvernement. L'un est devenu ministre des Affaires de la réforme de la loi électorale en Jordanie. Et là, finalement, le mouvement jordanien, je ne sais pas, après peut-être que je me trompe, mais il a l'air relativement bien tenu par la couronne. Mais donc je dis ça, pourquoi ? Parce que même en Jordanie, je ne suis pas sûr que les manifestants sont sur une ligne chute de la monarchie ou révolution, quoi. Avec ce qui se passe au nord et à l'est de leurs frontières, la situation est quand même extrêmement tangente. Et au Liban, malheureusement, il y a ça. C'est-à-dire même quand il y a des grandes dynamiques sociales et transconfessionnelles qui débutent, on vient buter au bout d'un moment sur la logique de la confession et puis sur la logique de la peur de ce qui se passe à l'extérieur, de comment ça peut se répercuter chez nous, parce que ça a tellement d'incidences sur la vie. Et le souvenir de la guerre civile, oui, bien sûr. D'autres questions ? Tu vois mieux que moi, voilà. Marie-Claude ? Oui, j'aimerais qu'on puisse parler quand même un petit peu des réfugiés palestiniens au Liban. Et puis savoir si le résultat des élections va avoir un impact quelconque sur leur sort ou leur... Oui. Juste avant que
Nicolas te réponde. Il donne une conférence tout à l'heure sur cette question-là. Pendant qu'il parle, je vais vous retrouver, je sais moi. Je l'ai dans ma page Facebook. Je l'ai annoncé dans ma page Facebook, donc je vais le dire le temps que tu réponds. Voilà. Donc je ne sais pas où est ma conférence, mais Dominique va me dire. Ça va. Les élections ne vont avoir aucune incidence sur la situation des réfugiés palestiniens. Juste pour aller vite, il y a une feuille de route qui a été signée par 7 ou 8 députés libanais. C'est une feuille de route qui a été parrainé par le comité de dialogue libano-palestinien, qui est un organisme gouvernemental né en 2005. Et il y a une feuille de route donc signée par 7 ou 8 députés, et c'est positif, parce qu'ils appartiennent au Hezbollah, au courant du futur, aux forces libanaises, aux phalanges libanaises, au Parti socialiste progressiste. C'est une feuille de route sur la question palestinienne au Liban, notamment pour leur accorder plus de droits sociaux. Mais ça ne reste qu'une feuille de route. Donc les Palestiniens ont dit, cette feuille de route, elle a été signée en novembre. Les Palestiniens disent bon, c'est très positif ce qu'il y a sur le document, on soutient, mais c'est pas d'un document dont on a besoin après, c'est de lois, et de lois qui soient appliquées. Et les anciennes lois qui ont déjà été appliquées, avant 2005-2010, le nombre de métiers interdits aux Palestiniens équivalait à 70 à peu près. Il y avait 70 métiers. En 2005 et 2010, il y a eu différentes réformes qui ont permis que ce nombre de métiers interdits baisse à 36. Il y a 36 métiers interdits aujourd'hui aux Palestiniens, moins qu'avant donc. Les réfugiés palestiniens ont théoriquement accès, pour certains travailleurs, à la sécurité sociale, au Fonds national de la sécurité sociale libanais, pour certaines catégories de travailleurs, pas tous. Donc il y a eu certains progrès, mais là aussi, les Palestiniens disent, même cette loi a été positive, les lois de 2005-2010, mais avant même de baisser le nombre de métiers interdits une seconde fois, ce qu'on demande, c'est l'application de la loi, parce qu'il y a encore beaucoup de métiers qui sont refusés aux Palestiniens, alors que normalement, théoriquement, après la loi de 2010, ça devrait leur être permis. Donc on reste de toute façon, bien évidemment, dans une situation de discrimination, et malheureusement, on reste dans une situation de peur des deux côtés. Notamment du côté libanais, il y a une peur très réelle qui reste très profondément ancrée dans la communauté chrétienne. Ils ont peur des Palestiniens. Ils ont une image des Palestiniens qui est l'image de la guerre civile. Donc ils se disent les Palestiniens vont essayer de conquérir le Liban. Les Palestiniens n'ont jamais eu la volonté de conquérir le Liban ou d'y implanter un État palestinien. Mais ça, c'est les fruits de la guerre civile. C'est extrêmement difficile à dépasser. Là aussi, pour insister sur les dynamiques positives, les partis palestiniens ont aujourd'hui un dialogue officiel avec les forces libanaises et avec les phalanges. Amin Gemayel, qui a quand même été quelqu'un de très très impliqué dans la lutte contre les Palestiniens, il a été même président de la République, est aujourd'hui quelqu'un qui, donc ancien leader des phalanges libanaises, est aujourd'hui quelqu'un d'impliqué dans un dialogue de fond avec le Fatah, avec toutes les factions palestiniennes, même islamistes, etc. C'est des séances de dialogue qui se tiennent régulièrement, qui malheureusement elles n'aboutissent pas à grand chose en termes de loi, ou elles aboutissent à des feuilles de route qui sont pleines de bons sentiments. Beaucoup de Palestiniens disent, y compris dans les forces libanaises, y compris dans les phalanges libanaises, y compris chez les haounistes, on a trouvé des cadres politiques et des dirigeants politiques avec qui on peut réellement discuter. Le problème, c'est comment faire pour convaincre les masses. Les masses chrétiennes, à Jounier et compagnie, elles n'aiment pas les Palestiniens. C'est pas seulement qu'elles veulent les voir partir, si elles pouvaient les voir disparaître tout court, ça serait bien. Et ça, c'est le réel problème. Donc dans les faits positifs, le dialogue, on en revient aussi aux questions de tout à l'heure. Pour les Palestiniens, la question n'est pas la guerre civile, qui est-ce qui nous a tués, qui est-ce qu'on a tué, etc. Le dialogue pour les Palestiniens avec les forces maronites chrétiennes, de mon point de vue, c'est un truc capital. C'est très important parce que de toute façon, il n'y aura pas de nouvelles lois en leur faveur s'il n'y a pas un soutien clair et net des forces politiques maronites. Donc il faut qu'ils convainquent les forces maronites que ce n'est pas leurs ennemis. Ce n'est pas les ennemis des maronites, ce n'est pas les ennemis des Libanais. Les Palestiniens sont des réfugiés, donc des victimes de 48 et de la Nakba. Ils n'ont rien contre les Libanais, mais il y a vraiment sur ça tout un travail de dialogue de long terme à continuer avec les partis, notamment avec les partis chrétiens, quoi. Et ça, c'est quelque chose de... Et comme je dis, des fois, sur la question palestinienne, malheureusement, on avance sans que ça soit appliqué. C'est ça le problème, quoi. La feuille de route de novembre est un acquis. Maintenant, la question, c'est quelle va être, en termes de loi, comment est-ce qu'on va voir cet acquis se réaliser, quoi. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est à 19h, 75 bis rue de Rennes, métro Saint-Sulpice. Et donc, Nicolas parlera longuement des réfugiés palestiniens d'une manière globale. C'est ce soir, oui. Bah, il n'est pas beaucoup en France, donc tout le monde se précipite. Voilà, donc j'avais mis ça. Tu étais en photo en plus, c'était formidable. Qui d'autre? Oui, derrière un peu peut-être, parce que voilà.
Et est-ce que la Je vous en prie. Est-ce que la question de la dette publique a été évoquée ou faisait partie un peu du discours des différents partis ou était complètement mise de côté? Alors, il y a la majorité du débat électoral, je ne sais pas si on peut même parler de débat électoral. Je ne pense pas qu'il y a eu un réel débat électoral. On a très peu parlé d'économie, on a très peu parlé de gestion, à part, comme j'ai dit, les listes anti-establishment qui, elles, en ont parlé. Voilà, elles ont parlé en l'occurrence aussi de la dette publique, etc. À la fin de la campagne électorale, ceci dit, il y a eu un petit frémissement qui est intéressant, et je pense que c'est parce qu'il avait peur ou qu'il craignait quelque chose. Il y a eu un frémissement chez le Hezbollah, très clairement, qui à la fin de la campagne électorale a eu un discours en disant pendant des années en tant que Hezbollah, on ne s'est pas occupé de l'État, on ne s'est pas occupé de l'économie. C'est-à-dire la théorie officielle de Hezbollah, c'est l'État c'est à vous, c'est-à-dire la gestion, gérer les administrations, les ministères, l'éducation, etc., sunnites, chiites, etc., mouvement Amal, courant du futur, Druze. Vous vous débrouillez, nous on veut juste avoir un droit de regard sur ça, mais on n'intervient pas, on ne gère pas l'État. La théorie de Hezbollah, c'est on ne gère pas l'État, la résistance est à nous, l'État c'est à vous. Et c'est vrai aussi par rapport à son partenaire du mouvement Amal. Qui tient les rênes des ministères et qui tient l'État profond au Liban, c'est le mouvement Amal, c'est pas le Hezbollah. Le Hezbollah n'a pas de gens dans les administrations qui tiennent, c'est le mouvement Amal qui tient les administrations, c'est tout. Parce que c'est la doctrine de Hezbollah depuis des années. Mais pour ces élections, il sait que dans la communauté chiite, en plus, effectivement, là, il y a les effets de la guerre en Syrie, parce qu'il y a des familles qui ont perdu. Il y a beaucoup de familles, par exemple, de la plaine de Baalbek, qui ont perdu des fils et des filles en Syrie. Les familles de la plaine de Baalbek, elles disent, on est très pauvres, on a perdu nos fils et nos filles, on vous soutient, mais on aimerait aussi voir quelque chose un peu en retour, quoi. C'est-à-dire, nous oubliez pas, parce que là, on a payé un prix qui est un prix cher, on a tous perdu, dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui a été perdu. Et donc, à la fin de la campagne, le Hezbollah a eu un discours en disant que ils allaient demander un ministère du plan, notamment la création d'un nouveau ministère du plan. Je ne sais pas si ça va se faire, j'en ai aucune idée. Et qu'ils allaient faire, et ça c'est intéressant, le nettoyage chez eux. C'est-à-dire qu'il y a eu certains cas de corruption dans le Hezbollah, de gars qu'ils ont arrêtés eux-mêmes, qu'ils ont remis aux autorités. Sauf que là, ils disent on va mettre en place une commission nous-mêmes. C'est quelque chose qu'ils ont annoncé d'eux-mêmes, hein, parce que personne ne connaît vraiment leur vie interne, ce qui se passe. Mais ils ont dit publiquement, on va faire une commission interne où on va nettoyer maintenant chez nous les corrompus, s'il y en a, on va travailler sur ça. Et troisièmement, on s'oppose au plan Cèdre. Le plan Cèdre, c'est donc la communauté internationale qui a donné plusieurs milliards de dollars au Liban, un mois avant les élections. Ce plan Cèdre a été très critiqué aussi par la société civile, parce que la société civile dit, lorsqu'il y a un candidat aux élections qui s'appelle Saad El-Hariri, qui est Premier ministre et que vous lui donnez 10 milliards, un mois avant les élections, c'est un peu comme si vous faisiez campagne pour lui, les États-Unis, la France, etc. Ça n'a pas été bien pris par une partie des Libanais qui disent c'est quand même très bizarre qu'à un mois des élections, vous fassiez comme ça un large don et prêt au Premier ministre en le mettant en avant. Vous faites la campagne électorale du Premier ministre, très honnêtement, quoi. Ça, c'est la société civile qui disait ça, hein. C'est pas le Hezbollah. Mais le Hezbollah s'est opposé à la campagne Cèdre, effectivement, sur l'argument la dette est abyssale, donc ne renforçons pas la dette, quoi. Voilà. Donc, les questions économiques se sont invitées à la toute fin. La vraie question intéressante, c'est est-ce que le Hezbollah, ce qu'ils ont dit à la toute fin, est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'ils vont vraiment s'intéresser aux questions économiques? Est-ce qu'ils vont vraiment manifester? S'ils ont dit on manifestera s'il y a la hausse des taxes sur les produits de base de la population, l'essence, le pain, etc. S'il y a ça, on descendra massivement dans la rue. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en ai aucune idée. C'est ce qu'ils ont dit. Et ça serait nouveau par contre, qu'ils s'engagent beaucoup plus sur les questions sociales. On verra. Mais peut-être que c'était qu'un discours électoral aussi, je ne sais pas. Il y a une question là-bas. Allô? Oui. Alors, merci Nicolas pour cette très bonne exposé et la clarté de tes réponses. Alors, je voudrais revenir avec deux petites questions. Premièrement, est-ce que dans l'explication aussi de la victoire du Hezbollah, parce qu'on voit l'engagement en Syrie comme quelque chose d'assez négatif, beaucoup de morts, soutien à Bachar, mais au niveau des populations chiites du Liban, je pense qu'il y a eu une victoire du Hezbollah avec cet engagement, avec un coût payé en hommes, qui fait que ça a eu plutôt un côté excessivement positif comme retentissement, à mon avis. Enfin, c'est une question. Il y a eu des batailles menées contre quand même les djihadistes sunnistes qui ne sont pas des enfants de cœur, à Kosser, un engagement dont on parle peu ici en Occident, mais qui est réel. Donc, est-ce que ça ne peut pas aussi expliquer cette montée? Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu penses
que même s'il y a cette assise du Hezbollah dont tu parlais, il y a quand même une personnalité particulièrement charismatique et bon, je ne sais pas si on peut parler de la personnalité, mais avec Hassan Nasrallah, qui est un politique vraiment adoré là-bas. Est-ce que tu crois qu'ensuite, bon, Hassan Nasrallah n'est certainement pas éternel comme nous tous, je pense, est-ce que tu crois qu'à sa disparition, l'assise du Hezbollah perdurera ou voilà. Ça, c'est trop large que là, c'est l'avenir. On va inviter Madame Soleil, là, je pense. Hein. Là, c'est difficile. Non, pour la première question, je pense que je peux plus répondre. Enfin, je l'ai un peu dit. J'ai dit sur la guerre en Syrie, moi, je pense que c'est surtout les attentats qui ont solidifié la population. C'est-à-dire, quand ils ont commencé à perdre des hommes, il y avait une solidarité, mais il y avait quand même pas mal de critiques. À partir du moment où la communauté chiite a commencé à être frappée massivement, le sentiment de solidarité de corps s'est fait. Il s'est fait aussi du côté des chrétiens. Les chrétiens ont dit, OK, maintenant, c'est l'adversaire qui traverse les frontières syriennes pour nous frapper au cœur du Liban et tuer 40, 50 personnes, etc. Maintenant, c'est terminé. On soutient le Hezbollah, même si on le critiquait avant sur l'intervention en Syrie. Maintenant, on le soutient. Donc, je pense que l'effet des attentats, ça a joué beaucoup. Et dans une veine plus récente, le Hezbollah a fait une véritable, je dirais, pas redorer, mais à essayer de se donner une image méga patriotique, effectivement, au moment de la guerre, on l'a oublié, des frontières syro-libanaises de l'été 2017. C'est-à-dire il y a un an, toutes les frontières libano-syriennes de l'Est ont été nettoyées lors d'une bataille par le Hezbollah et par l'armée libanaise. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a plus. C'est-à-dire il y avait des bases de Jabhat al-Nusra et de l'État islamique sur la frontière, sur le côté libanais. Un an après, il n'y en a plus. Donc ça a été une grande bataille qui a duré plusieurs jours, etc., qui s'est terminée sur un accord avec le Jabhat al-Nusra, avec l'État islamique, pour que ce qui restait de chez eux s'en aille vers Idlib, vers Raqqa, etc., vers la Syrie. Mais aujourd'hui, le Hezbollah peut dire, aujourd'hui, il n'y a plus d'attentats. Il y a des tentatives d'attentats. Et après, maintenant, il y a des gens qui veulent retourner de Syrie. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, là, le nombre d'attentats très clairement a baissé. Et deuxièmement, la frontière syro-libanaise est une frontière sûre. Il y a un an, elle n'était pas. Vous ne pouviez pas passer dans les montagnes, etc. Aujourd'hui, vous pouvez passer. Aujourd'hui, l'État libanais et l'armée libanaise sont souverains sur leur territoire. Et nous, on a redonné nos positions. Ce qu'on a conquis, on l'a donné à l'armée libanaise. Donc ça a permis chez eux de développer tout un discours patriotique en disant on a nettoyé les frontières de l'ennemi qui vient de Syrie. Et en plus, on a donné les positions qu'on a gagnées à l'armée libanaise. Donc le Liban regagne sa souveraineté. Donc ils ont même appelé ça la seconde libération, en disant il y a eu la libération de 2000. Bon, ça c'est un peu exagéré parce que on n'est pas dans les mêmes, même en termes de kilomètres carrés ou de dynamique historique, c'est pas la même chose. Mais oui, il y a eu ce discours qui a été très fort, qui a été vraiment renforcé par les batailles de l'été 2017, qui sont passées un peu. C'est marrant parce qu'ici, je pense qu'elles sont passées un peu, pas inconnues, mais on n'a pas parlé des batailles de l'été 2017, qui ont été des batailles importantes dans lesquelles l'armée libanaise aussi a été extrêmement impliquée, la sûreté générale a été extrêmement impliquée. Et au Liban, à l'époque, on parlait que de ça. Hein. Tout le monde suivait à la télé l'évolution des batailles, etc., avec des cartes, les reculs des uns, les avancées des autres, etc. Quoi. Oui. On va laisser un petit moment pour le passage, là, voilà. Oui, justement. Allez-y. Dominique Vidal, vous avez dit que Macron avait sauvé Hariri. Non, c'était une boutade. Je caricature. Qu'on ne dise pas que j'ai dit ça. Non. Je caricature. C'était une boutade. Mais par contre. Mais lui le pense. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Par contre, on pourrait avoir un problème similaire à Mandjib, où effectivement, apparemment, il se bat contre l'occupation de Mandjib par les Turcs aussi. Et je veux dire que et d'un autre côté, il va bombarder les bases, iraniennes, les bases de Bachar en Syrie avec Trump. Alors, quid de la politique de Macron ? C'est un très beau sujet. On va en parler avec Bertrand Badi mercredi prochain, puisqu'on va parler de Demain la guerre. Et on verra si c'est effectivement comme ça. Je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire il y a un nœud de contradiction dans la politique proche et moyen-orientale de Macron qui rend vraiment, honnêtement, une appréciation très difficile. Parce qu'il y a des choses tout à fait détestables, pour parler clair. Je crois qu'il y avait quand même, avec les 60 morts du 14 mai à Gaza,
et les 120 ou 130 morts sur le mois passé une raison suffisante pour remettre la visite de Benjamin Netanyahou à Paris. Donc, un exemple de choses qui me semble tout à fait discutable, contestable. Par ailleurs, il y a des choses intéressantes, la manière dont la France a réagi à la décision de Trump sur Jérusalem, pas seulement une réaction immédiate en parole, mais aussi une résolution au Conseil de sécurité qui a été votée, et j'ajoute un passage important du discours du président de la République au dîner du CRIF, où il a remis le couvert, si je peux dire, sur la question de Jérusalem, en expliquant aux gens du CRIF qui avaient du mal à comprendre, visiblement, que cette décision de Trump allait provoquer des drames au Proche-Orient. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et c'est d'ailleurs, je regrette encore une fois qu'il ait reçu personnellement Netanyahou, mais il lui a dit quand même clairement ce que personne ne lui a dit, c'est-à-dire que l'affaire du transfert avait coûté des morts d'hommes et pas du tout contribué à la paix. Donc, je veux dire, on peut prendre, selon ce qu'on choisit dans les citations de Macron, y compris dans sa politique syrienne, une chose et son contraire. Moi, je suis plutôt dans l'attente d'une définition claire. On pourrait aussi parler de la politique iranienne. Parce que quand même, Macron défend l'idée qu'il faut garder l'accord sur le nucléaire iranien. Même si on peut négocier, rediscuter toute une série de choses. Ce que les Iraniens disent aussi, d'ailleurs. C'est une position qui encourage Mme Merkel ou Mme May à être sur une orientation différente de celle de Trump. Et puis d'un autre côté, il y a la participation à cette coalition dont on voudrait bien comprendre exactement quels ont été et quels sont les objectifs. Moi, je suis plutôt frappé par le slalom. Voilà, c'est un slalom très impressionnant. Ça me rappelle Grenoble, les Jeux Olympiques d'hiver en 68, quoi, voilà. Hein. On n'a pas vraiment une politique, jusqu'à présent, je crois. Hein. D'autres questions, peut-être, madame, qui demandait depuis longtemps, juste cela, voilà. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai deux questions qui n'ont aucun lien. Est-ce qu'il n'y a pas eu quand même la perte d'un siège du Hezbollah dans la plaine de la Beka, un siège qui leur était toujours acquis? Est-ce qu'il n'y a pas eu là une perte, d'une part? Et d'autre part, est-ce que la corruption maintenant généralisée dans tout le pays, que ce soit dans l'administration ou ailleurs, n'est pas devenu un frein immense à tout mouvement, à toute décision, à tout progrès? Nicolas. Non, dans la plaine de la Beka, je ne crois pas que c'est à Ashbeil, à Byblos, qu'ils ont perdu le siège. Là où ils ont perdu leur siège, pas perdu, là où ils l'ont pas gagné, c'est à Byblos. À Baalbek, je crois qu'ils ont eu tous les sièges qu'ils ont demandé. Ils n'ont pas perdu de siège à Baalbek. Hein. De toute façon, non, c'est facile. Même on avait les chiffres tout à l'heure, c'est 26 sur 27. Le seul siège qu'ils n'ont pas eu, c'est Byblos. Sur la question de la corruption, oui, ça bloque tout. Oui, je suis d'accord. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que vous voyez un mouvement contre cette corruption? Non, il y a eu le mouvement social de 2015, comme j'ai dit, dans lequel la question de la corruption était présente, et puis l'émergence de ces listes anti-establishment qui ont mis ça sur la table, et puis le dernier discours de Hezbollah sur la corruption, y compris sur la corruption dans ses propres rangs, Mais le problème, c'est que, voilà, après la corruption, c'est compliqué, parce que quel parti va dire je suis pour la corruption? C'est-à-dire, si vous écoutez tous les acteurs politiques libanais, ils vont tous dire qu'ils sont contre la corruption et qu'il faut faire quelque chose contre la corruption et qu'il faut faire des réformes administratives pour lutter contre ça. Il y a une gabegie d'État, très clairement, quoi, mais bon, qui l'a créé, je veux dire, c'est les chefs miliciens à la sortie de la guerre civile, et puis il y a un livre absolument passionnant sur le père Hariri à lire, c'est un livre de Hannes Boyman qui s'appelle Citizen Hariri, c'est sa thèse, et qui montre comment Hariri s'est servi de l'État pour... c'est pas un processus de privatisation, le néolibéralisme haririen, mais comme le néolibéralisme en général, c'est pas la privatisation totale de l'espace public, c'est comment on se sert de l'État pour tout privatiser. Et la famille Hariri s'est greffée, notamment sur ce qui s'appelle le Conseil de la reconstruction du Liban, ils se sont greffés sur ça pour donner les contrats à Solidaire, etc. Donc il y a une privatisation générale du pays qui a été une catastrophe.
Ça inclut le dossier de la corruption, mais c'est pas je veux dire, la corruption, de mon point de vue, n'est pas forcément le plus grand problème. Là. Le plus grand problème du Liban, c'est cette privatisation effrénée au service de forces confessionnelles, la plupart du temps, de l'espace public et des biens publics. C'est ça la catastrophe absolue. Parce que tout l'espace libanais, que ça soit la nature, que ce soit les biens publics, que ce soit l'électricité, l'eau, est non seulement privatisé au profit de forces confessionnelles, et donc ils sont mal gérés en plus. C'est-à-dire, si encore c'était bien géré, on pourrait se dire c'est un succès absolu, ce processus de privatisation de l'espace public, mais c'est une catastrophe totale. Le Liban est aujourd'hui un pays écologiquement ravagé. Voilà. Quitte à frustrer quelqu'un, je voudrais poser la dernière question, parce que je voudrais que tu reviennes sur cette notion, j'ai trouvé ça très intéressant, de confession-classe. Parce que c'est vrai qu'historiquement, les chiites ont été, c'était d'ailleurs le nom de leur premier mouvement dans l'histoire, c'était les déshérités. Et c'est vrai, c'est-à-dire il y a eu un phénomène très particulier au Liban qu'on ne peut pas nier. Mais d'un autre côté, est-ce que cette théorie-là, elle n'a pas la vertu pour un certain nombre de dirigeants du Hezbollah de camoufler les contradictions de classe qui existent dans la société chiite et qui traversent de toute évidence le Hezbollah lui-même. C'est-à-dire on n'a pas les chiites tous égaux, tous pareils, tous victimes. C'est une société, comme toutes les sociétés, contrastée, c'est le moins qu'on puisse dire, non ? Le problème, c'est que lorsque les mouvements islamistes, mais en fait ça rapporte aussi à l'Irak, lorsque les mouvements islamistes chiites sont arrivés, sont montés dans la scène politique à partir des années 60, 70, que ce soit au Liban ou en Irak, il y a eu cette utilisation, ou en Iran, la révolution iranienne. La révolution iranienne, c'est la révolution des opprimés de la terre, hein, selon Khomeini, c'est les Moustadafin, ceux qu'on a affaiblis, etc. Mais dans la théorie islamiste, c'est à la fois une récupération, il y a tout un imaginaire marxiste et rouge qui a été repris par les islamistes chiites, très clairement, parce qu'il ne faut pas oublier que, par exemple, en Irak ou au Liban ou en Iran, les partis communistes étaient très forts. Le Parti communiste libanais est un parti majoritairement chiite dans les années 60, implanté au sud Liban, implanté dans la Bekaa. Le Parti communiste irakien, j'en parle pas. Si aujourd'hui le Parti communiste irakien, il y a une alliance avec Muqtada Sadr, avec le grand mouvement chiite islamiste de Muqtada Sadr, cette alliance entre le Parti communiste iranien et Muqtada Sadr, elle vient pas de nulle part. Elle vient du fait que le Parti communiste irakien, ses restes aujourd'hui, c'est des restes chiites, très clairement. Et c'est vrai que chez les islamistes chiites, je pense qu'il y a eu toute une reprise d'un imaginaire marxiste très lutte de classe en Iran avec Khomeini, les déshérités, les opprimés de la terre, etc. Sauf que, vu qu'ils n'ont pas de grille de lecture de classe en même temps, on ne sait pas si les déshérités c'est les chiites ou si les déshérités c'est les pauvres au bout d'un moment. Il y a depuis le début, même chez Moussa Sadr au Liban, quand Moussa Sadr crée le mouvement des déshérités, est-ce qu'il parle des chiites, est-ce qu'il parle des pauvres chiites ? Parce que déjà à l'époque il y avait par ailleurs des élites chiites dans les années 70. Voilà. Donc le vocabulaire islamiste a récupéré, je dirais, un imaginaire marxiste d'un côté, mais l'a dépouillé un peu de sa théorie, de son concret. Donc à la fin on ne sait pas qui sont les déshérités. Et si on ne met pas de critères de classe, le mot de déshérité, effectivement, perd un peu de son sens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a, encore aujourd'hui, des formations islamistes chiites jouent sur cette image de déshérité et compagnie, alors qu'il y a eu des profondes transformations. Alors, c'est moins vrai en Irak. Par exemple, quand Muqtada Sadr dit « je représente le déshérité », c'est clair que, par exemple, Sadr City, en Irak, là où Muqtada Sadr est implanté, c'est très pauvre. Là, il peut dire qu'il représente des déshérités d'un point de vue de classe. Au Liban, c'est vrai que c'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. D'ailleurs, tant mieux pour les chiites libanais. Il y a eu l'émergence d'une nouvelle bourgeoisie chiite libanaise qui existe. Certains sont sortis de la banlieue sud, sont aujourd'hui dans des quartiers à Beyrouth comme Verdun. Il y a l'émergence d'une classe moyenne. Il y a eu la reconstruction de beaucoup de quartiers de la banlieue sud, notamment après la guerre de 2006. Les Israéliens avaient détruit des quartiers entiers. On est obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, ces quartiers qui ont été reconstruits ressemblent pour certains plutôt à des quartiers classe moyenne. Et tant mieux, ça veut dire qu'une partie de la communauté chiite a réussi à s'extraire de ces difficultés économiques, que certains sont montés très haut, que certains veulent émerger un peu un statut de classe moyenne. Bon, tant mieux pour eux si les gens sont contents. Mais après, dans la communauté chiite, ceci dit, il reste de très très larges classes populaires. Mais oui, il y a des divisions de classes qui sont très fortes dans la communauté chiite. Le fait qu'elle soit plus unie politiquement, qu'elle soit plus soudée politiquement, ça aide aussi à négocier le rapport à l'État, les prébendes publiques et compagnie. Et aujourd'hui, si on doit parler de vrai, alors c'est pas une confession classe, parce que pour la peine, chez les sunnites, vous avez une bourgeoisie sunnite qui est richissime, mais en même temps, les écarts de classe, je pense que les écarts de classe les plus flagrants
c'est peut-être chez les sunnites, parce que la région du Akkar, qui est la région au nord, qui est sunnite, où certains quartiers de Tripoli sont d'une pauvreté immense. Aujourd'hui, les plus pauvres au Liban, c'est plus la communauté chiite, c'est plus eux les opprimés. J'exagère peut-être, mais une partie de la communauté sunnite, en tout cas très clairement, l'est dans certaines religions du Liban, est fondamentalement appauvrie. Et ce qui est choquant en ce qui concerne la communauté sunnite, c'est ces écarts de richesse qui sont incroyables, c'est-à-dire des fortunes comme celle de Hariri, de la famille Miqati, de la famille Safadi, se comptent en milliards de dollars, et ils sont élus députés dans des zones qui sont pour certaines très pauvres. Les Miqati, les Safadi font des campagnes électorales à Tripoli, ce sont des milliardaires dans une des villes qui est les plus appauvries du Liban. Il faut voir aujourd'hui l'état de la ville de Tripoli, c'est extrêmement triste. Et alors quand on sort de Tripoli pour aller dans les régions de Akkar, etc., les campagnes autour de Tripoli, c'est affolant. La situation des villages, et notamment de la communauté sunnite là-bas, est très très inquiétante. Et ça, c'est quelque chose qu'on rappelle tout le temps, que des chercheurs rappellent, que des analystes libanais rappellent, disent si vous oubliez ces populations sunnites, etc., du Nord, vous êtes en train de produire une machine à radicalisation accélérée. C'est-à-dire, ça ne s'appellera pas l'État islamique dans 10 ans, ça aura un autre nom, mais il y aura quelque chose, parce que les jeunes, ces jeunes-là qui sont allés se battre en Syrie, dont certains sont allés se battre en Syrie, oui, ils sont dans des zones pauvres, abandonnées par l'État, et ça, c'est un véritable problème, quoi. Merci infiniment à Nicolas, c'était passionnant. Tu reviens quand tu veux.